La conférence que vous allez regarder porte sur les changements climatiques, leurs origines et leurs conséquences. Pour bien en définir le cadre, je souhaite apporter deux précisions. La première est de souligner que, même s'ils sont importants, les changements climatiques ne sont pas les seuls problèmes environnementaux auxquels l'humanité est actuellement confrontée. La pollution de l'eau, celle de l'air, l'altération des sols, l'extension de l'urbanisme, la réduction de la biodiversité, etc., sont autant de défis à relever, sans parler même de la taille de cette humanité, qui a déjà doublé depuis 50 ans, et qui devrait encore croître de 25% environ d'ici la fin du siècle. La seconde précision est qu'il me semble inapproprié de dire que la planète Terre, en tant que telle, serait en danger. La Terre a existé avec des formes de vie adaptées pendant des millions d'années avant que l'homme ne fasse son apparition, et elle continuera de le faire tant que le Soleil l'approvisionnera en énergie. Ce que nous cherchons à préserver, de mon point de vue, n'est donc pas une Terre où l'homme n'aurait plus sa place, mais au contraire, l'humanité et son environnement tel que nous l'avons connu et façonné depuis quelques siècles avant que n'interviennent les dérèglements récents. Le plan que nous allons adopter est le suivant. Quels sont tout d'abord les indicateurs du réchauffement de la Terre, à la fois dans le passé et aujourd'hui? Quelles sont les causes de ce réchauffement, à la fois les causes qui sont strictement naturelles et celles qu'on peut appeler mixtes, c'est-à-dire à la fois d'origine naturelle et anthropique, donc sujettes aux effets de l'homme. Et troisième partie, comment s'opposer à ce réchauffement? Quelles sont les prévisions du GIEC? Bien sûr, nous reparlerons du GIEC. Et quels sont les accords qui ont été passés au niveau mondial? Première partie, donc, quels sont les indicateurs du réchauffement terrestre? Et pour commencer, comment connaît-on les conditions climatiques passées? Les températures des siècles et même des millénaires passés peuvent être connues assez précisément, à la fois par l'observation des sédiments marins, celle des moraines glaciaires, par l'étude aussi des cernes des arbres, etc. Une des meilleures méthodes est le carottage profond des glaces, qui renseigne à la fois sur la température qui régnait au moment où la glace s'est formée et sur la composition des bulles d'air qui ont été emprisonnées. Pour les périodes historiques, des séries bien documentées sont disponibles, telles que les dates de vendange, les dates de migration d'oiseaux, la floraison des arbres fruitiers, etc., toutes ces séries sont de précieux indicateurs. Et enfin, on dispose de relevés fiables des températures au sol depuis le XIXe siècle et des températures de l'espace depuis l'avènement des satellites. Avec l'aide de ces indicateurs, donc, voyons quelle a été l'évolution de la température de la surface de la Terre au cours des ères géologiques. Et sur le très long terme, tout d'abord, la Terre a connu de grandes variations de température avec de fortes variations locales. Premier exemple, au moment de l'ère secondaire, c'est-à-dire entre moins 100 et moins 200 millions d'années, la température a été plus élevée de 10 degrés par rapport à ce que nous connaissons en moyenne aujourd'hui. Au cours de l'ère quaternaire, qui est la plus proche de nous, qui est représentée sur cette diapo, la température terrestre a oscillé sur des cycles d'environ 100 000 ans, qui faisaient alterner des périodes froides, et réellement froides, entre moins 5 et moins 8 degrés par rapport à aujourd'hui, et périodes froides bien plus longues que les périodes chaudes donc, qui les séparaient. La dernière période glaciaire a commencé il y a environ 120 000 ans, et elle a atteint son paroxysme il y a 20 000 ans. Alors nous sommes aujourd'hui, depuis 12 000 ans environ, dans une période interglaciaire où la Terre se réchauffe, ce qui a permis peu à peu
la sédentarisation d'Homo sapiens et l'apparition progressive de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, enfin entre 10 000 et 6 000 ans avant notre ère. L'homme de Néandertal, notre cousin, avait su, lui, franchir pendant plus de 200 000 ans les alternances chaudes et froides des deux dernières périodes. Au sein de la période interglaciaire où nous nous trouvons donc, la température terrestre a montré quelques variations de moindre importance, essentiellement un réchauffement qu'on appelle le réchauffement médiéval, mais qui culminait à plus 0,3 degrés environ par rapport aux moyennes postérieures, et ceci s'est situé entre l'an 900 et 1200 environ. Ce réchauffement a été suivi d'un refroidissement, lui, de l'ordre de moins 0,5 degrés, qui a prévalu en Europe occidentale entre le XVIe et le XVIIIe siècle, période qualifiée de petit âge glaciaire, qui est souvent illustrée en fait sur les tableaux de la Renaissance. Depuis la fin du XIXe siècle, en revanche, et le début de l'ère industrielle, la température à la surface du globe, mesurée de façon qui est désormais certaine, a augmenté brutalement de 1 degré, enfin 1 plus ou moins 0,2 degrés, entre 1880 et 2017, avec deux phases de croissance qui ont été plus marquées. La première entre 1910 et 1940, et la seconde depuis 1970. L'augmentation actuelle est de 0,2 plus ou moins 0,1 degré tous les 10 ans. L'élévation récente de la température terrestre est donc indéniable. Sur ces enregistrements, par exemple, de la météo suisse, 16 des 17 dernières années sont au-dessus de la moyenne calculée entre 1960 et 1990. À l'échelle mondiale, les 4 dernières années, c'est-à-dire de 2014 à 2017, sont les plus chaudes qui aient jamais été mesurées, et l'ampleur est supérieure à celle mesurée au Moyen-Âge, et surtout, la vitesse d'élévation a été beaucoup plus grande, puisque cette élévation s'est produite en 30 ans, oui, au lieu de 300 ans au Moyen-Âge. Cette élévation a été plus sensible dans l'hémisphère nord et aux latitudes extrêmes, et en France, on peut retenir que l'augmentation de température a déjà été de 1,5 degré centigrade entre 1960 et 2015. Cette élévation de la température a des répercussions sur les productions agricoles, notamment sur la vigne, dont les réactions sont les plus connues. La date de vendange ne cesse de s'avancer dans toutes les zones viticoles de France pour éviter une surmaturation du raisin. Et aujourd'hui, un début de vendange fin août est devenu courant dans le sud de la France. Malgré cela, le degré alcoolique des vins augmente régulièrement. Il a gagné environ 2 degrés en 20 ans. Des vins à 14 degrés sont devenus aujourd'hui relativement courants. Un autre indice est la floraison des arbres fruitiers, qui est également de plus en plus précoce, avec les risques de gel qui s'ensuivent si la température chute brutalement. Alors, comme la température des terres émergées, celle des océans s'élève aussi, mais effectivement de façon très variable selon les zones et les années. Le phénomène le plus connu est l'évolution de la banquise arctique, banquise qu'on appelle minimale, c'est-à-dire celle qui est mesurée chaque année à la fin de l'été, et elle a diminué de 30% en 30 ans. Cette fonte estivale de la banquise dans l'océan Arctique a ouvert le désormais célèbre passage du Nord-Ouest le long des côtes du Canada, comme on peut le voir sur ces deux images qui datent respectivement de 2003 et de 2010. En Antarctique, la réduction n'a commencé qu'en 2015, après une phase d'expansion au contraire de la banquise qui reste à ce jour assez inexpliquée.
Autre indicateur du réchauffement, les calottes polaires qui couvrent le Groenland et le continent antarctique et qui diminuent régulièrement. Le bilan qu'on peut faire entre d'une part l'accumulation de la neige pendant l'hiver et d'autre part la fonte de ces calottes pendant l'été, ce bilan donc est négatif depuis une trentaine d'années. La perte nette totale de glace de ces deux zones est voisine de 300 milliards de tonnes. L'épaisseur de ces calottes est si importante, plus de 3 km au centre du Groenland, que si elles venaient à fondre totalement, cela provoquerait une élévation du niveau des mers qui serait de 7 mètres dans le cas de la fonte du Groenland et de 57 mètres pour la fonte de la calotte de l'Antarctique. Plus proche de nous, la fonte des glaciers alpins est un des indicateurs les plus connus du réchauffement terrestre. À la station de Montanvert de Chamonix, par exemple, il faut descendre de plus en plus bas pour poser le pied sur la mer de glace, dont la longueur a diminué de 2 km depuis le XIXe siècle. Il en est de même dans le massif des Écrins, où par exemple le recul du glacier blanc est spectaculaire. Tous les glaciers des Alpes sont affectés de la même façon. Leur masse a décru de 30 à 60% depuis 1935, avec une accélération depuis 2003. Un événement dont on parle beaucoup est l'élévation du niveau des océans, qui est effectivement une des conséquences les plus redoutées du réchauffement. Avant 1992, seules les données des marégraphes étaient disponibles. Elles ont montré un accroissement de l'élévation passant de 0,7 mm par an au XIXe siècle à peu près à 1,7 mm par an entre 1930 et 1992. On dispose maintenant des données des satellites, beaucoup plus précises, qui révèlent une élévation comprise entre 3 et 3,2 mm par an, soit 7 à 8 cm au cours des 25 dernières années, avec cependant de fortes variations régionales et de variations annuelles dues à des phénomènes tels que El Niño ou la Niña dont je reparlerai. Cette élévation est due à 3 causes sensiblement égales. La première étant la dilatation de l'eau qui est liée à l'élévation de sa température. Les deux autres étant la fonte des calottes polaires et la fonte des glaciers continentaux que nous avons déjà examinés. Simultanément, d'ailleurs, les océans s'acidifient du fait de la dissolution d'une plus grande quantité de gaz carbonique, ce qui n'est pas sans effet sur la flore marine. La température des eaux continentales, c'est-à-dire des lacs et des mers intérieures, s'élève également. À titre d'exemple, la température de surface du lac Léman s'est élevée de 1,5 degré en 40 ans. La diminution de l'enneigement aussi en moyenne montagne est un autre indicateur bien connu du réchauffement climatique. Cette diminution a été par exemple de 6 jours par décennie en Chartreuse et elle a conduit nombre de petites stations à devoir renoncer à offrir du ski. Avant-dernier indicateur que nous allons considérer, c'est l'évolution du permafrost, ou ce qu'on appelle le pergélisol en français, et qui désigne les surfaces du sol qui ne dégèlent jamais au cours de l'année. Ce permafrost couvre 1/5 de la surface terrestre, près des hautes latitudes et dans les zones de montagne. Sa température moyenne s'élève aussi, comme celle de la surface terrestre. Elle a augmenté, par exemple, de 2 degrés en 30 ans en Alaska, et certaines zones commencent à dégeler, libérant, comme on le verra plus loin, de grandes quantités de méthane qui ne sont pas sans importance dans le réchauffement climatique. Une question qui est souvent débattue est de savoir si les événements climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les pluies diluviennes, les sécheresses, etc., sont liés ou non à l'élévation de la température.
La figure qui est rapportée ici montre que la fréquence de tels événements, fréquence cumulée, a plus que triplé depuis 1980 environ. Aux États-Unis, l'intensité des ouragans et la fréquence des incendies ne cessent de croître. En France, on connaît les épisodes Cévenol qui ont augmenté de 20% depuis 1950, mais où des sécheresses records sont aussi enregistrées. Et toutes les échelles de mesures utilisées pour apprécier ces événements sont en train de craquer de toutes parts. Les conséquences de ces événements extrêmes sur les populations sont déjà visibles, et notamment les déplacements de ces populations qui sont devenus plus importants que ceux liés au conflit. On parle désormais de réfugiés climatiques. Néanmoins, il convient de rester prudent dans l'affirmation que tous ces événements seraient la conséquence directe du réchauffement. Ceci a été bien démontré, par exemple pour la force des cyclones, mais pas pour leur fréquence. De même pour la fréquence des incendies, mais peut-être pas nécessairement pour toutes les précipitations. Après avoir vu les signes donc, du réchauffement climatique et ses principales conséquences, essayons d'en cerner les causes. Quels sont les facteurs de variation de la température terrestre? Une définition est nécessaire pour commencer. Qu'appelle-t-on forçage radiatif? Lorsque sa température est à l'équilibre, la Terre reçoit du Soleil de l'énergie et la rejette dans l'atmosphère sous forme de rayonnement infrarouge. Mais de très nombreux facteurs peuvent modifier cet équilibre. On appelle justement forçage radiatif de l'un de ces facteurs sa propension à modifier l'équilibre thermique du système Terre-atmosphère. Et il s'exprime en watts par mètre carré. Il peut être positif ou négatif selon que le facteur considéré tend à réchauffer ou à refroidir le système. Le forçage radiatif n'est pas une mesure sans quelques défauts, mais la comparaison des différentes valeurs à l'échelle de la planète permet d'estimer leur importance relative sur la température du système à un instant donné. La température terrestre résulte avant tout de phénomènes naturels, sur lesquels l'homme n'a donc aucune prise, à commencer par la quantité du rayonnement solaire reçu par notre planète, sans lequel aucune vie ne serait possible. Mais ce rayonnement et sa réception par la Terre varient dans le temps, à la fois de façon périodique et aléatoire. Il existe donc un forçage radiatif solaire dont on peut parler, qui est sujet à des variations. Tout d'abord, variations en fonction des paramètres orbitaux de la Terre, le premier étant la distance de la Terre au Soleil, appelée excentricité, qui varie sur des périodes de 100 000 et de 400 000 ans. Deuxième paramètre orbital, l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation, qu'on appelle l'obliquité, et qui est à l'origine de nos saisons, et qui présente quant à elle des périodes de 41 000 ans. C'est cet axe de rotation qui définit le nord céleste. Actuellement, il est pointé vers l'étoile polaire, mais ce n'a pas toujours été le cas, même dans la période historique connue. Et cet axe est modifié par les autres corps célestes avec une période de 21 000 ans. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Tous combinés, ces facteurs expliquent bien les rythmes de glaciation qui ont été observés pendant l'ère quaternaire et qui se reproduiront selon toute vraisemblance. Il faut en être conscient. Après les changements dus à la rotation terrestre, voyons ceux qui sont dus au Soleil lui-même. Sur des périodes beaucoup plus courtes que ce que nous venons de voir, le Soleil montre des cycles d'activité qui sont compris entre 11 et 23 ans et qui se traduisent par des taches, des éruptions, ce que l'on appelle des vents solaires, qui modifient l'intensité de son rayonnement.
Ainsi, un minimum de tâches a pu être observé entre 1645 et 1715 au moment du petit âge glaciaire. On avait déjà fait le rapprochement. Globalement, le forçage radiatif solaire a peu varié au cours du XXe siècle si on fait la moyenne des cycles d'activité de 11 ans. Le forçage radiatif solaire au cours des 50 dernières années est estimé en effet entre 0,05 et 0,2 watts par mètre carré, beaucoup plus faible que celui dû à l'augmentation de l'effet de serre dont je reparlerai bien sûr. Mais c'est là un point majeur de discorde avec certains climato-sceptiques ou climato-réalistes qui accordent aux variations du rayonnement solaire une responsabilité majeure dans l'évolution du climat. Pour être prudente, l'Académie des sciences a déclaré quant à elle « Tous les mécanismes de transmission de l'activité solaire ne sont pas encore bien compris ». D'autres phénomènes naturels modifient la température terrestre, et notamment les éruptions volcaniques. Bien sûr, ces éruptions réchauffent la stratosphère, mais elles ont surtout un effet refroidissant qui est dû aux particules émises qui font écran au rayonnement solaire. À titre d'exemple, l'éruption gigantesque du Tambora en Indonésie, en 1815, a provoqué en 1816 une quasi-suppression de l'été, où on a pu voir les lacs gelés en juin aux USA et la récolte de riz détruite en Chine. Plus près de nous, la grande éruption connue est celle du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui a également eu des effets climatiques. Le dernier facteur naturel à considérer est le couplage entre les océans et l'atmosphère, qui est quelque chose effectivement de complexe. Les océans, par la masse d'inertie thermique qu'ils représentent, jouent un rôle important dans cette régulation de la température terrestre, même si toutes les modalités sont loin d'être encore connues. On a constaté par exemple que les grandes oscillations telles que El Niño ou la Niña, qui sont respectivement l'augmentation ou la baisse de température dans l'est du Pacifique Sud, ou par ailleurs l'oscillation nord-atlantique, eh bien ces phénomènes peuvent altérer la température de la Terre entière pendant plusieurs années. Les variations de ce couplage entre océan et atmosphère, comme les changements de radiation solaire, constituent un des arguments qui est souvent mis en avant pour minimiser l'effet des gaz à effet de serre. Après avoir examiné les facteurs entièrement naturels des variations de température, venons-en maintenant à ces fameux gaz à effet de serre, d'origine à la fois naturelle et anthropique, qui occupent aujourd'hui la première place dans l'étude des variations climatiques. De quoi s'agit-il? La figure qui est présentée ici tente de résumer une partie des différents flux énergétiques entourant notre planète. L'énergie solaire, à gauche de la figure, l'énergie solaire qui arrive en haut de l'atmosphère est en moyenne de 340 watts par mètre carré, dont 76 sont immédiatement réfléchis par les nuages et diverses particules. 24 autres sont renvoyés par les parties les plus claires de la surface terrestre, que sont les étendues de glace des pôles ou les surfaces couvertes de neige l'hiver. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo, effet qui a donc tendance à diminuer au fur et à mesure que les glaces disparaissent de la surface de la Terre. 240 watts par mètre carré sont absorbés donc par l'atmosphère, puis par l'eau, le sol, la végétation, et tout cela est réémis sous forme de rayonnement infrarouge, on le voit par la grosse flèche à droite, en même temps que la chaleur produite par l'ensemble de la biosphère ou toutes les activités humaines. Ce rayonnement infrarouge qui repart de la surface de la Terre n'est pas arrêté par l'oxygène ou par l'azote de l'air, qui lui sont totalement perméables parce que ce sont de petites molécules composées seulement de 2 atomes.
Les molécules gazeuses plus grosses, composées d'au moins 3 atomes, arrêtent ce rayonnement infrarouge et le renvoient vers la Terre. C'est cela l'effet de serre, sans lequel la température moyenne terrestre serait actuellement de moins 18 degrés environ, alors qu'elle est de 14 degrés. L'effet de serre n'est donc pas du tout un mal en soi, au contraire, c'est son augmentation récente qui pose problème. Comme vous pouvez le voir sur cette figure, le forçage radiatif de l'effet de serre, c'est-à-dire, rappelons-le, sa force de déséquilibre de la température terrestre, s'est accru de 1,5 plus ou moins 0,9 watts par mètre carré au cours des 2 derniers siècles. Et vous le voyez aussi sur cette même figure, c'est beaucoup plus important que le forçage radiatif solaire à droite, qui lui est limité entre 0,1 et 0,2 watts par mètre carré. Quels sont donc ces gaz à effet de serre qui sont formés, je rappelle, de 3 atomes au moins? Ce sont tout d'abord la vapeur d'eau, qui de loin est le gaz le plus présent, qui représente 60%, mais que les climatologues ne considèrent pas en général, car d'une part, son émission est quasi impossible à contrôler, et surtout le recyclage de la vapeur d'eau dans l'atmosphère est extrêmement rapide. Le second gaz, celui qui est le grand accusé, est le gaz carbonique, CO2, qui résulte de toute combustion carbonée, notamment de celle, bien sûr, des combustibles fossiles, mais aussi du bois. Il est normalement fixé par les océans, par les plantes, par le sol, mais il est rejeté également lorsque les capacités de stockage sont dépassées. Sa stabilité dans l'atmosphère est malheureusement très élevée, de l'ordre de 1 siècle, avant qu'une quantité donnée ne soit réduite de moitié. Le gaz carbonique est estimé responsable du quart environ de l'effet des gaz à effet de serre. Alors vient ensuite le méthane, CH4, qui ne représente aujourd'hui que 6 à 8% de l'effet de serre, mais qui est peut-être le plus inquiétant à terme, car son effet est 23 fois plus élevé que celui du CO2. Le méthane résulte de toutes les fermentations qui ont lieu à la surface de la Terre, et il est libéré en quantité énorme par la fonte du permafrost. Sa teneur dans l'atmosphère a augmenté de 140% en 50 ans. Elle s'est stabilisée entre 2000 et 2006, mais augmente à nouveau depuis 2010. La production de méthane lors de la digestion des ruminants, qui a beaucoup été évoquée par la presse, est une réalité, mais elle représente moins de 20% du total de la production de méthane, c'est-à-dire environ 1,5% des gaz à effet de serre, et en plus elle diminue depuis plusieurs années. Les autres gaz à effet de serre sont tout d'abord le protoxyde d'azote, qui représente 6% de la totalité de ces gaz, et qui, lui, a augmenté avec l'utilisation des engrais. Les gaz fluorés, notamment les hydrofluorocarbures, HFC, qui ont remplacé depuis une vingtaine d'années les chlorofluorocarbures, destructeurs de la couche d'ozone. Ils sont utilisés dans la réfrigération, la climatisation ou dans les aérosols. Ils subsistent heureusement moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, mais ont un effet de serre qui est jusqu'à 14 000 fois plus élevé que celui du CO2. Au contraire, les aérosols, qu'ils soient d'origine naturelle ou liés à l'émission de microparticules par l'homme, présentent un forçage radiatif qui est négatif, et ceci de 2 façons, en agissant directement sur les émissions infrarouges et d'autre part, de façon assez complexe, sur les propriétés des nuages. Ce tableau résume les propriétés des différents gaz à effet de serre d'origine anthropique
qui viennent d'être présentées telles qu'elles existaient en 2013 lors du premier rapport du GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On voit apparaître dans la première ligne les différents gaz concernés et dans la première colonne à gauche, donc, les différentes caractéristiques de ces gaz. Et je vous invite à regarder tout de suite la dernière ligne en bas où l'on voit les modifications du forçage radiatif en 2013, donc, modifications intervenues depuis le XVIIIe siècle. Et on voit que l'effet prépondérant est celui du gaz carbonique, avec un forçage radiatif de 1,88 watts par mètre carré, à comparer avec celui du méthane, 0,5, etc. Alors, avons-nous des preuves directes du lien entre l'élévation de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère et le réchauffement de la Terre? Une première approche est de regarder l'analyse des carottes de glace profonde, analyse qui montre que pendant les variations de l'air quaternaire, la teneur en gaz carbonique de l'air emprisonné, qui sont les courbes rouges présentes en haut de la figure, et la température au sol, dans l'Antarctique, les courbes bleues, ont effectivement varié de façon cyclique, de même d'ailleurs dans la partie basse que les niveaux marins. La question essentielle est évidemment de savoir quel phénomène a précédé l'autre. Est-ce l'élévation de CO2 qui a fait s'élever la température, ou au contraire, est-ce une élévation de température d'une autre origine qui aurait provoqué un dégagement plus important du CO2 à partir des océans? L'élévation du CO2 semble bien être la première, mais tel n'est pas l'avis de certains climato-sceptiques qui estiment que c'est bien l'élévation de la température des océans qui expliquerait le dégagement de plus fortes quantités de gaz carbonique. On peut y voir un peu plus clair à partir d'une étude spécifique sur la dernière déglaciation qui montre assez clairement que à partir de moins 18 000 ans, l'élévation du gaz carbonique, c'est-à-dire les petits points bleus, n'a pas précédé effectivement l'élévation de température dans l'Antarctique, la courbe rouge, mais a bien précédé d'environ 400 ans l'élévation de la température moyenne du globe, c'est-à-dire la courbe verte. Beaucoup plus près de nous, dans un passé donc récent, on voit sur cette figure que la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère, la courbe rouge, s'est très rapidement accrue depuis l'ère industrielle. Elle est passée de 310 ppm, c'est-à-dire partie par million, ou 0,031%, donc de 310 ppm en 1970 à environ 360 ppm en l'an 2000. Et le seuil symbolique de 400 ppm, considéré comme un point de non-retour, qui n'avait jamais été mesuré depuis la présence de l'homme sur Terre, a été franchi en 2016. Cette figure, un peu complexe, est une autre illustration synthétique des effets des différents facteurs sur l'évolution de la température terrestre depuis 1850. On y retrouve, vous voyez à droite, l'effet positif majeur des gaz à effet de serre. On retrouve en dessous la ligne médiane l'effet négatif des aérosols, en voyant au passage justement comment les éruptions volcaniques qui sont indiquées en dessous affectent ces productions d'aérosols, et avec un bilan donc global des forçages radiatifs qui est compris entre 1,5 et 2 watts par mètre carré. Alors, que peut-on conclure de tout cela? Selon Édouard Bahr, il faut distinguer ce qui s'est passé avant et après 1940. Pour lui, entre le début de l'ère industrielle et 1940,
les phénomènes naturels, c'est-à-dire l'augmentation du rayonnement solaire, la diminution de fréquence des injections dues au volcan, ont probablement contribué à la première phase du réchauffement. La deuxième phase du réchauffement, qui a été observée donc depuis 1940 et surtout depuis 1980, dépasse la variabilité naturelle du Soleil et des volcans, mais peut s'expliquer facilement par le forçage radiatif des gaz à effet de serre. Alors en France, l'Académie des sciences a clairement affirmé que l'augmentation de gaz carbonique et, à un moindre degré, l'augmentation des autres gaz à effet de serre est incontestablement due à l'activité humaine. En conclusion générale de cette partie, nous pouvons dire que les arguments parfois avancés, c'est-à-dire le rôle prioritaire des variations solaires et des océans, pour nier le rôle du CO2 d'origine anthropique, ces arguments ont été longuement étudiés par la communauté scientifique et déboutés en partie ou en totalité. Sans vouloir rejeter le rôle des phénomènes naturels de longue période, et en sachant bien que des incertitudes subsistent, on peut affirmer avec une probabilité de 90% qu'une part importante, sans doute majoritaire, du réchauffement intervenu depuis un demi-siècle est due à l'activité humaine, sans que cette part soit exactement connue. Venons-en maintenant à la troisième partie, c'est-à-dire les prévisions sur l'évolution du climat et les moyens mis en œuvre pour essayer de limiter ce réchauffement à défaut de pouvoir totalement le supprimer. Les prévisions qui sont rapportées ici sont celles du GIEC, ce groupe scientifique déjà évoqué, qui a pour mission, je le rappelle, d'évaluer sans parti pris les informations nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine. Les rapports du GIEC sont publiés tous les 5 à 7 ans. C'est le rapport de 2014 qui est présenté ici et qui a élaboré 4 scénarios de prédiction des températures en 2100 en fonction des quantités de gaz à effet de serre présentes dans l'atmosphère. Dans la partie gauche, dans la colonne de gauche, se trouvent les forçages radiatifs qui existeraient donc en 2100, exprimés en watts par mètre carré. Et la première ligne, qui correspond donc au forçage radiatif de 2,6 watts par mètre carré, est le scénario le plus exigeant, qui requiert que les gaz à effet de serre soient maintenus entre 430 et 480 ppm d'équivalent de gaz carbonique. C'est le seul scénario qui est à même de limiter l'élévation de température entre 1,5 et 1,7 degrés, comme vous le voyez dans la colonne de droite. Au contraire, dans la dernière ligne en bas, le scénario le plus laxiste, qui correspond à un forçage radiatif de 8,5 watts par mètre carré, se traduirait par une élévation probable de la température voisine de 4,5 degrés. Et entre les deux se trouvent 3 scénarios intermédiaires. Alors, le GIEC a également anticipé quelle serait l'élévation du niveau des mers selon les différents scénarios. Et on voit qu'avec le scénario le plus exigeant, l'élévation du niveau des mers, toujours en 2100, semble pouvoir être limitée autour de 40 cm, alors que cette élévation pourrait dépasser 60 voire 80 cm avec les scénarios plus laxistes. Plus d'1 milliard de personnes vivant dans les basses terres côtières sont susceptibles d'être exposées à des migrations forcées, ce qui concerne de nombreuses îles du Pacifique, mais aussi le sud de la Chine, le sud des États-Unis, et en Europe, les Pays-Bas, par exemple, qui sont engagés depuis longtemps dans la lutte contre la mer. Si rien n'est fait, c'est-à-dire dans les pires scénarios, certaines prédictions à la fin du millénaire, en l'an 3000,
parlerait d'une élévation de plusieurs mètres, mais reconnaissons que les modèles utilisés comportent de grandes marges d'incertitude. À titre d'exemple, une simulation qui a été faite par la NASA montre qu'en France, une élévation du niveau de la mer de 1 mètre entraînerait la submersion d'une partie notable de l'île de Ré et du bassin de Marennes-Oléron en bas de l'image. La Camargue serait également fortement impactée. Alors après ce court exposé des prévisions, voyons comment s'est organisée depuis une vingtaine d'années la lutte contre les dérèglements climatiques et plus spécifiquement contre l'augmentation des gaz à effet de serre, puisqu'il semble bien être la cause principale de l'élévation de la température terrestre. Et tout d'abord, où se trouvent les sources principales de ces gaz? Comme on le voit sur cette figure, la Chine est de loin le pays le plus émetteur, environ 28% du total, suivi des États-Unis, 15%, de l'Europe, 9%, et de l'Inde. Le Brésil, la Russie sont également des gros contributeurs. Mais si on calcule cette production de gaz à effet de serre par habitant, les États-Unis, la Russie, l'Australie, qui apparaissent en rouge sur cette figure, ainsi que l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, sont en tête. Alors que la totalité de l'Afrique, en vert, est peu ou très peu productrice. Ceci explique bien sûr que les pays africains demandent aujourd'hui aux pays industrialisés de payer la facture, entre guillemets, eux-mêmes ne se sentant pas responsables des dégâts causés au climat par l'élévation des gaz à effet de serre. Alors, les secteurs d'activité qui sont les plus concernés au niveau mondial, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, sont tout d'abord l'industrie, environ 30% du total, l'agriculture et autres utilisations des terres, les bâtiments, les transports et la production d'énergie. En France, l'ordre n'est pas tout à fait le même. C'est le transport routier qui est le premier facteur émetteur et l'ensemble résidentiel tertiaire. On voit aussi qu'entre 2000 et 2017, qui sont les courbes rouges et vertes respectivement, l'industrie, la troisième groupe de lignes, l'industrie a déjà réduit ses émissions d'environ 35%, et la transformation de l'énergie également d'environ 25%. Il reste donc beaucoup à faire, mais des efforts ont déjà été réalisés. De nombreux accords internationaux ont été signés pour tenter de limiter l'élévation de la température terrestre, à commencer par la fameuse réunion de Rio de Janeiro en 1992, qui a acté d'une part des responsabilités différenciées entre les pays et qui a mis en place les fameuses COP, qui signifient conférences des parties, les COP qui doivent se réunir chaque année pour faire le point sur l'évolution de la lutte contre le réchauffement du climat. Un moment extrêmement important a été le protocole de Kyoto, signé en 1997 et repris en 2005, qui a stipulé que les émissions de gaz à effet de serre de 38 pays industrialisés devraient être réduites de 50% en 2050 par rapport à 1990 et d'au moins 5% sur la période 2008 à 2012. Les engagements pris sur cette première période ont été respectés d'ailleurs dans l'ensemble, mais il faut bien noter que ni les USA, ni la Chine, ni l'Inde n'étaient signataires du protocole de Kyoto. Les COP successives ont eu plus ou moins d'importance. Elles se sont attachées à préciser ce protocole, mais ont aussi connu des échecs. C'est à Copenhague en 2009, puis à Cancun en 2010, qu'a été acté le principe d'une limitation à 2 degrés du réchauffement
en précisant que l'élévation constatée était déjà de 0,6 degrés. L'augmentation à venir ne devrait donc pas dépasser 1,5 degré centigrade. C'est aussi là qu'a été mis en place à Cancun le Fonds vert pour le climat destiné aux pays les moins avancés. L'accord qui a été acquis à Paris en 2015 lors de la fameuse COP 21, cet accord a été un succès puisque signé par 195 des 197 pays des Nations Unies pour entrer en vigueur en 2020 après ratification par les parlements nationaux. À ce jour, la quasi-totalité des grands pays l'ont ratifié, à l'exception de la Russie tout de même. Et il faut noter aussi que les USA s'en sont retirés et le Brésil envisage de faire de même. Cet accord de Paris, donc de la COP 21, vise à limiter effectivement le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés centigrades d'ici 2100 et il prévoit tout d'abord de réorienter l'économie mondiale vers un modèle bas carbone d'ici 2050. Ceci implique un abandon progressif de toutes les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, qui représentent actuellement 81% encore du mix énergétique mondial, mais seulement 49% en France du fait de la production d'électricité par les centrales nucléaires. L'accord de Paris prévoit également, même si on en parle moins, de piéger le CO2 en excès dans des puits de gaz à effet de serre. Le problème est que les techniques évoquées pour ce piégeage sont encore assez théoriques. Ainsi, le stockage dans les profondeurs des océans risque d'entraîner des baisses de pH qui seraient préjudiciables et sans doute cette solution ne sera pas retenue. C'est les forêts qui sont appelées à jouer un rôle majeur dans le processus, mais on assiste malheureusement à une déforestation massive en zone tropicale et équatoriale avec un marchandage que mettent en avant les pays de ces zones pour ne pas déforester. La production massive, disons, de biomasse, comme source d'énergie, qui serait suivie du captage et du stockage du CO2 émis dans des formations géologiques profondes ou dans les sols, tout cela risque d'être assez difficile à mettre en œuvre, compte tenu d'une part des volumes en jeu, compte tenu des distances qui peuvent séparer la production de la biomasse des zones de stockage. Donc sur l'ensemble de ce problème du stockage du CO2, à l'heure actuelle, ma conviction personnelle est que nous n'avons pas encore de solution bien évidente. Des engagements ont aussi été pris au niveau européen, notamment à travers ce qu'on a appelé le paquet énergie-climat en 2009, révisé en 2014. On l'a souvent présenté sous l'expression 3x20, car il fixait trois objectifs à l'horizon 2020, qui a été repoussé ensuite à 2030. Objectif de porter à 20% la part des renouvelables, d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique et de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Afin de respecter par ailleurs le protocole de Kyoto et d'atteindre les objectifs ci-dessus, l'Union européenne a lancé à partir de 2005 un système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre s'appliquant à 11 000 installations fixes et couvrant environ 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. Ces quotas ont été alloués gratuitement ou par enchère aux installations concernées et ouverts sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut acheter ou céder des quotas. Le système a mis longtemps à prouver son efficacité, mais elle semble réelle à partir de 2018. Les quotas ont pourtant été critiqués, certains les considérant comme des permis de polluer qu'on achèterait. Ils ont par ailleurs été à l'origine d'une fraude gigantesque à la TVA,
qui a atteint entre 5 et 6 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Europe. Pour en terminer avec ces engagements, au niveau français, c'est la loi dite de transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2015 et révisée en 2017, qui constitue le cadre actuel de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, avec l'objectif de diviser par 4 ces émissions en 2050 par rapport à 1990. Et ceci à travers 4 voies d'action: réduire la consommation énergétique finale, porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brute d'énergie en 2030, porter la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025, et enfin lutter contre la précarité énergétique. Les mesures phares qui en résultent sont désormais bien connues, telles que l'isolation des bâtiments, la performance des bâtiments neufs, le développement de transports propres, etc. Alors, tout cela est-il tenable? Concrètement, l'accord de Paris sous-entend que les émissions de CO2 soient divisées par 2 tous les 10 ans d'ici 2050, c'est-à-dire réduites de 6% tous les ans. Ce sera sans doute assez difficile. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué à croître, en effet, de 40% entre 2000 et 2014, soit plus 2,5% par an en moyenne. On a pu constater un léger fléchissement en 2015 et 2016, mais les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017 et 2018. Bien sûr, l'année 2020 a permis de constater une diminution de ces émissions, mais avec une raison qui n'a rien à voir avec le protocole de Paris. Alors des lueurs d'espoir existent tout de même. Ainsi, sur la décennie de 2008 à 2017, 19 pays ont réduit leurs émissions de CO2, dont les USA, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre des pays du G20 ont globalement légèrement diminué. Dans le monde, on peut constater que les nouvelles installations, 50% des nouvelles installations de production d'électricité sont des parcs éoliens ou solaires et que leur capacité actuellement double tous les 4 ans. Mais, selon le rapport 2018 du GIEC, les engagements actuels des pays pris lors de l'accord de Paris ne permettront pas de limiter l'augmentation de température à 1,5 degré centigrade. Nous serions plus près à l'heure actuelle d'une élévation de 3 degrés centigrades. Alors ce seuil de 2 degrés est-il encore approchable, avec évidemment des conséquences qui seront différentes de 1,5? Oui, ce seuil paraît encore approchable, à condition que des efforts considérables soient accomplis à l'échelle mondiale pour décarboner toute l'activité, accroître l'efficacité de transformation de l'énergie, aménager les villes, reboiser, et surtout, si nous réduisons notre consommation de produits et de services. Tout cela aura un coût considérable, mais le rapport Stern de 2006 avait déjà montré que le coût de l'inaction serait encore plus élevé. Les sommes à mobiliser semblent être du même ordre que celles mises sur la table pour sauver les banques après la crise financière de 2008. En guise de conclusion, s'il est possible d'en formuler une, tout d'abord, l'accélération du réchauffement terrestre depuis la fin de l'ère industrielle est une réalité. La part de responsabilité de l'activité humaine est importante, sans doute majoritaire, comme je l'ai dit, depuis un demi-siècle, et finalement connaître la valeur exacte de cette part n'est pas le plus important pour l'action. Agissons sur ce qui peut être contrôlé. Et notons aussi que l'Europe et la France ne sont pas actuellement les plus mauvais élèves.
Aujourd'hui, trois attitudes me semblent recommandables. Tout d'abord, la lucidité. Admettons que les phénomènes en jeu ne sont pas simples. Rejetons tous les raccourcis rapides selon lesquels tout pourrait s'expliquer à partir d'un seul mécanisme où tout pourrait être rapidement corrigé. Deuxième attitude, l'humilité. C'est bien l'apport des climato-sceptiques. L'homme est impuissant devant nombre de mécanismes de l'univers. Et troisième attitude, l'engagement individuel. Il faut éviter la stratégie qu'on appelle du passager clandestin, celui qui profite de ce que font les autres en faveur d'un bien public sans rien y investir lui-même. Agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est une des composantes de la démarche vers la sobriété. Et je vous remercie de votre attention. Quelques sites intéressants à consulter.